Alors, bienvenue sur A priori, le podcast qui vise à démystifier le monde juridique et vous guider dans votre voie. Alors, aujourd'hui, on a un épisode spécial avec des anciennes étudiantes du Mylan, donc Safi et Jadli. Merci d'être présentes, les filles, aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va parler principalement de stress dans le milieu juridique, dans les études, et on va aborder cette fameuse thématique-là qui stress qu'on vit tous. Alors, avec ma fabuleuse collègue Emmanuelle, on va partir tout ça. Alors, bienvenue les filles à priori. Bienvenue les filles. Merci. Bon, alors le stress, c'est quelque chose effectivement que on vit toutes. Honnêtement, moi, j'ai été un peu dans le déni face au stress. Je sais pas quelle est votre la façon dont vous l'abordez au quotidien, mais pendant tout mon bac en droit, par exemple, j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas stressée. Et au barreau aussi, notamment quand j'ai passé le barreau, bon, c'est sûr que j'ai presque pas dormi la veille, donc là, je savais que mon corps me rappelait à quel point j'étais stressée. Mais une fois arrivée devant l'examen, c'est comme si je me dissociais de ce stress-là pour pouvoir en fait performer. Mais après, le stress revient et c'est vrai que c'est difficile en fait de savoir comment est-ce qu'on peut le gérer, ou pas tant le gérer, parce que j'aime pas trop cette idée de gestion du stress, parce que tu sais, veux pas, c'est ton corps qui te rappelle que tu es stressé, donc tu peux pas tant le gérer, mais tu peux te l'approprier, ce stress-là, je pense. Tu peux le voir venir aussi et t'en départir. Ouais. C'est un peu ça mon... Donc, je pense que la première question, ce serait plus peut-être parler de l'identification du stress, parce qu'on s'entend que veut pas, il faut le reconnaître pour avant qu'on le gère, qu'on l'adapte, qu'on se l'approprie. Il faut d'abord le reconnaître. Alors, les filles, peut-être, juste avant de vous expliquer votre parcours que vous avez fait, peut-être commencer par toi, Safi. Donc, on t'écoute. C'est drôle parce que j'ai eu l'examen du barreau hier. Bravo. Je pense qu'on peut applaudir. Ouais, on peut applaudir. Merci. T'es baptisée maintenant. ouais, faut vrai. Mais je dirais que moi, le stress, je pense que c'était aussi un peu comme Emmanuel. Au début, je voulais pas m'avouer que c'était du stress, pas par peur ou quoi que ce soit, mais parce que je voyais des personnes qui étaient diagnostiquées, par exemple, anxieuses ou quoi que ce soit. Et je me disais, mais moi, je suis pas comme ça. Et c'était absolument pas méprisant, mais c'est juste, je me disais, non, c'est pas la même chose. Mais après, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'avant un examen, peut-être que je vais pas autant stresser que d'autres personnes. Mais moi, après l'examen, ma gestion du stress est catastrophique même. Parce que je repense à chaque question, je vais réanalyser, je vais dire, j'aurais dû écrire ça là et je vais rester comme ça. Et petit à petit, ce que j'ai développé, on va dire, et je développe encore parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut constamment, on va dire, c'est pas s'améliorer, mais se donner des trucs et astuces pour avancer. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais, par exemple, essayer de bloquer parfois mes pensées. Et en plus, tu m'as aussi conseillé, je pense, c'est comme un truc de méditation et tout. Donc, je ne l'ai pas encore mis en place pour l'instant, mais ça va venir. C'est un projet. C'est aussi j'essaie beaucoup moi-même de relativiser et de me dire, ça n'a tué personne. Ou genre, tu vas pas en mourir et tout. Tu as la santé, tu as ceci, tu as cela. Regarde, sois reconnaissante pour ce que tu as dans la vie et tout. Et puis, justement, grâce à toutes ces bases que tu as, grâce à toutes ces personnes qui t'entourent et qui te soutiennent, tu sais que si quelque chose ne fonctionne pas, ils vont être là aussi pour toi et te rattraper. Tu vas juste continuer. Et que si c'était pas ça que tu devais faire, ou si, je sais pas, t'as raté et que... tu vas trouver autre chose. Tu vas trouver autre chose et tu vas continuer à avancer. Donc, je pense que c'est relativiser, je dirais. Et toi, Jadli? Excellent. En fait, mon rapport au stress, je trouve qu'il a changé à travers les années. Je crois que je suis définitivement plus capable d'identifier mes sources de stress, que ce soit à l'école ou lors des examens, que ce soit dans la sphère personnelle aussi. Je pense que j'ai développé beaucoup de réflexes, comme Safi disait. Puis la question de relativiser, je pense que c'est très important. On est quand même chanceuse d'avoir qu'est-ce qu'on a. Pendant la COVID, je trouve que la relativisation, ça l'a permis ça l'a pris tout son sens. Puis, c'est ça. Donc, je pense que c'est à travers les années que j'ai pu développer des mécanismes qui me permettaient d'améliorer ma relation avec le stress, si je peux dire. Est-ce que votre stress, il est venu avec les études en droit, ou est-ce que vous l'aviez identifié avant? Est-ce que la forme de stress que vous vivez,
elle est nécessairement reliée au fait, tu sais, à la spécificité des études en droit et du milieu juridique professionnel. Je sais pas, tu veux... Oui, tu peux y aller. Merci. En fait, je pense j'étais stressée avant et j'ai eu cette tendance de minimiser mon stress qu'il faut vraiment pas faire. J'ai minimisé, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je disais au secondaire? J'étais trop pas stressée au secondaire, c'est pas vrai. Mais non, je pense que j'ai fait peut-être 2 crises de panique au secondaire. Et aujourd'hui, je pense à ça, je suis comme, comment tu as pu faire ça? Mais non, mais je pense que ce qui a changé en droit, c'est se comparer aux autres. Avant, moi, je faisais mes choses, je me comparais pas aux gens, j'avais pas ce souci ou quoi que ce soit. Et même au cégep, même s'il y avait la cotère, je me comparais pas aux gens, je vivais ma vie. Mais arrivé en droit, je sais pas, tu vois, les gens, ils sont tout le temps en train d'étudier. Moi, je suis pas forcément une personne qui étudie tout le temps. Donc là, je me dis, peut-être que je devrais étudier plus. Et après, tu vois, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, tu commences à paniquer parce que tu n'as plus confiance en les réflexes que tu avais développés ou les aptitudes, etc. Parce que tu te remets tout en question parce que tu vois d'autres personnes faire autre chose. Et finalement, c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils vont avoir une meilleure note, mais c'est juste... Voilà, moi, je dirais que mon stress a juste changé de forme arrivé à l'université. OK. Et au barreau, C'était le next level, boss level. Je vais vraiment pas mentir, mais franchement, ça a été quelque chose. Et je dirais les 2 dernières semaines, j'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à manger. Donc ça, c'était ça, c'était gros. Ça, c'était très gros. Comprends. Moi, je suis un stress eater, fait que je comprends pas ça. Ah ouais? Moi, je peux ouais. rien avaler. Moi, je suis vraiment un stress eater. Mes amis ont aussi le contraire. Et tout. Comment tu fais pour pas manger? Je dis, ça passe pas. Ça passe pas du Ça ne tout. descend pas. Ouais, c'est clair. Donc, oui, je dirais que... Et au barreau, c'était surtout... Déjà, c'était la peur du temps. Je pense que le temps, c'est le pire ennemi des gens au barreau. Je ne vais pas généraliser, mais sincèrement. Du manque de temps, tu veux dire? Oui, OK. parce que, pas effrayer les gens, mais vous n'avez pas une semaine vide pour étudier. Vous avez des cours et vous étudiez en même temps, en passant. Mais, et c'était de voir que c'est pas rassurant quand tu vois tout le monde aussi dans le même état. Au bac, c'est rassurant de te dire, ah, OK, il n'a pas commencé à étudier, ça va. Tout le monde est dans le même bateau. Au barreau, c'est pas, parce qu'il n'y a pas de courbe. Bon, je parle de l'UDM, mais on n'a pas de courbe. Donc, il n'y a pas la courbe pour te sauver ou quoi que ce soit. Non, si tu coules, tu coules toute seule. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la courbe pour les personnes qui ne sont pas à l'Université de Montréal? Comme nous, des Ukamiennes. Voilà. Vous n'aviez pas la courbe? Non. Non. Ça se surprend toujours. C'est pas vrai. Je croyais que c'était institué dans tous les programmes de droit. Non, seule cette université a instauré la courbe. Non. Okay. Nous, t'as la note que t'as. Voilà, tout simplement. Si tout le monde a 90, tout le monde a 90. Exactement. Je suis quand même étonnée. Mais le système de courbe, c'est en fait permettre qu'il y ait comme une distribution normale en tant que telle. C'est que ta note, en vrai, si, admettons, tu finis avec 70, ben peut-être que tu ne vas pas avoir, par exemple, un B. Donc, c'est vraiment basé sur un comparatif avec tes autres collègues. Donc, c'est basé sur un comparatif. Puis, si, par exemple, tu mets l'effort que tu penses avoir, puis tu penses avoir, je sais pas, finir avec un A+, avec 90, ben avec la courbe, ça fait en sorte que si, par exemple, il y a plusieurs personnes qui se rapprochent de ton 90, ben ça fait en sorte que tu ne te distingues pas nécessairement de la moyenne. Donc, tu n'aurais pas la note que tu aurais sans la courbe. Donc, ça peut faciliter la chose, mais ça peut aussi la... Donc, en gros, ça peut faciliter... Tu peux avoir une note plus élevée quand la plupart des gens ont une note moins élevée. Mais si tout le monde est dans le bassin de genre 85-90%, ben là, ta note peut baisser. Exactement. Je sais que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, mais c'est comme la cotère, en fait. Alors, pour ça, et donc, en gros, souvent, la moyenne, ça va être B, ou B-, rarement, ou B+, rarement aussi, mais souvent, ça va être B. Donc, si t'as, je sais pas, la moyenne, c'est 70... La moyenne de la classe 70, ce sera B. Si tu as 75, ouf. Si t'es en dessous, ça peut descendre très, très rapidement. OK, ouais. Et après, ça dépend aussi de l'écart type. Je me souviens, j'avais un cours, la moyenne était de 80. Avec 82, j'ai pu avoir, je pense, en 82, 83, j'ai pu avoir un A-, parce qu'on était tous super, super, super rapprochés. D'accord, ouais, je comprends. Mais c'est ça. Donc, parfois, ça peut aider. Les rares fois où ça m'a aidé, parfois et parfois ça peut te faire mal. Ouais. Mais du coup, ça facilite pas
ça facilite pas trop l'esprit, tu sais, de... De pas se comparer, hein. Ouais, bah c'est ça. non, C'est basé sur la comparaison. C'est De basé- solidarité, non, ça ouais, fa- ni ça de fa- solidarité, non, ouais, ça c'est favorise ça. pas la Non, vraiment solidarité. Ouais, On va c'est- éviter les histoires d'horreur, mais il y en a. Non, mais... Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que vous avez pallié justement cette comparaison et ce stress-là? Tout à l'heure, Jaldi, tu vois, tu parlais de mécanismes que tu avais développés. Lesquels vous avez trouvés spécifiquement à la fac? Je dirais que moi, c'est vraiment un système de détachement. J'essaie de vraiment pas me comparer aux autres, que ce soit juste à la bibliothèque. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas aller à la bibliothèque parce que ils voient les autres, les autres ne pas prendre de pause ou quoi que ce soit, mais je crois que faut vraiment que tu sois dans ta bulle, puis il faut que tu restes dans ta bulle. Puis je pense que ce bac-là, tu le fais pour toi et non pour les autres. Donc, je pense que cette philosophie-là, il faut que tu la réitères, puis que tu l'intègres en toi. Puis je pense que aussi le fait de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ce bac-là, ça fait en sorte que tu as un but puis tu as un objectif. Donc, ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement des contraintes extérieures. Donc, c'est vraiment juste un chemin que tu te crées toi-même. Donc, quand tu as cet objectif-là en tête, je crois que tu peux te fier juste à ça. Puis les contraintes extérieures ont moins de poids par rapport à ton chemin. Je pense que moi, je m'aligne un peu sur toi parce que moi, j'avais fait plusieurs diplômes avant quand je suis retournée au bac en droit et je me souviens d'avoir vu les gens dans cette quête de notes-là, puis de toujours essayer de se comparer, puis d'être la meilleure. Et moi, je me souviens que j'avais fait ça dans mes premiers bacs, puis après, quand j'ai fini avec des A partout, ça m'a pas ouvert plus de portes, contrairement à mes autres opportunités ou les implications que j'avais eues, les engagements. Et moi, ça m'a aidé à relativiser, à justement pas me comparer, puis me dire pourquoi je fais le bac en droit, mais parce que, bon, moi, c'est mon objectif d'aller là. Et j'ai arrêté de voir les notes comme une finalité, comme l'espèce de saint Graal, que si on n'a pas un A+, puis on n'a pas une moyenne de A+, ben on va rien faire, on va être les pires avocats du monde, et on va rien atteindre. Donc, je pense que quand on s'enlève ce stress-là, puis qu'on est capable de relativiser, puis se dire, je ne suis pas ma note. Je suis un être humain à l'extérieur de ma note, puis je vais être capable de performer, puis d'être quelqu'un. Je pense que ça l'aide. C'est pas facile à faire, là. Ça m'a quand même pris, tu sais, je vous parle comme ça, oui, ça a bien été, là. Ça m'a quand même pris 10 ans d'université pour l'atteindre. Mais, puis même encore dans la performance aujourd'hui, au niveau du travail, c'est quand, tu sais, quand un dossier, ça va moins bien, c'est de ne pas non plus te laisser avoir par ça, de dire comme, oh mon Dieu, j'ai pas eu mon dossier, ça veut dire que je suis pas une bonne avocate, je connais pas mes affaires. Donc, tu sais, il faut aussi relativiser. C'est un travail constant, puis je pense que tu l'as dit tantôt, Safi, puis je suis assez d'accord avec toi. On est toujours en progression, en apprentissage, puis on va toujours l'être, tu sais. Moi, j'ai encore des moments où je suis vraiment stressée au travail, puis moi, j'appelle ça des moments genre cry under my desk, là, que je me mettrais en petite boule, puis je serais comme, oh, ça va pas bien. Mais, tu sais, on respire. Moi, souvent, je fais la pause, j'arrête. Moi, quand ça va pas bien, là, je sens que la panique monte, puis que ça va pas. Un truc très concret que je fais, c'est moi, je ferme tout, je me lève et je quitte. Je fais, bon, ça va être un autre moment. En ce moment, je fais rien. Et rester dans cette espèce d'état-là de panique, d'essayer de pallier à quelque chose, moi, ça fait simplement, moi, ça l'activait puis ça l'alimentait ma propre angoisse. Fait que le fait de quitter, de sortir, d'aller marcher, puis des fois, c'est juste, je vais fermer jusqu'au lendemain, là. Je vais faire comme, ça fonctionne pour aujourd'hui, ça va demain. Ça, moi, ça m'a permis beaucoup de relativiser, de redescendre, puis le lendemain, je l'approche avec un autre regard. Donc, moi, ça, c'est quelque chose de concret que je fais. Des fois, ça peut être, je vais quitter 10 minutes, aller marcher, me chercher un café. Tu sais, j'ai du café au bureau, là, je pourrais le prendre, mais le fait de sortir, aller m'acheter quelque chose, c'est une action, moi, qui me calme beaucoup. Là, donc, ouais. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du fait que les branches de mes lunettes sont en train de me faire super mal. Donc, je les enlever. Mais tout à l'heure, tu parlais du fait de se détacher de sa note et du fait qu'on n'ait pas notre note et qu'il faut se rappeler, tu sais, Jadli, tu le nommais très bien, il faut se rappeler que le bac en droit, on le fait pour soi et qu'on n'aura pas forcément le même parcours que cette personne-là qui a A+ dans tous ses cours. Cependant, c'est difficile de faire ce cheminement-là intellectuel quand on nous dit tout le temps que la seule voie, ben, c'est celle-là. C'est par exemple la seule voie, ben, c'est la voie des courses au stage et des grands cabs. Si tu fais pas la course au stage et que tu n'as pas un stage dans un grand cabinet, t'es foutu, tu n'es rien, tu vois. Donc, je pense que ça vient aussi avec le fait de se rassurer soi-même en allant explorer, en fait, ce qu'on aime
en allant vers ce qu'on aime. On l'a dit dans le podcast avec Sophie Rondeau, justement. Et de comprendre qu'il y a plein d'autres parcours. C'est qu'il n'y a pas juste une seule voie. Je pense que ça fait un peu baisser la pression aussi, de savoir que tu peux réussir sans faire la course au stage, sans faire de grands cabinets. Puis, OK, si c'est à ça que tu veux... si c'est à ça que tu aspires. Si c'est à ça que tu aspires, ben fais-le. Et dans ce cas-là, oui, tu seras en compétition avec d'autres personnes. Puis là, il y a d'autres techniques pour relativiser, pour s'arrêter, prendre une pause, comme tu l'as bien nommé, Andréane. Mais si tu ressens une pression de l'extérieur parce que tu penses qu'il n'y a que cette voie-là et qu'elle ne te correspond pas, ben, tu peux faire un pas de côté et aller ailleurs, explorer d'autres choses, voir ce qui te passionne, ce qui te rend heureux, ce qui t'apporte de la joie au quotidien. Je trouve que c'est important aussi pour pallier ce stress-là, tu vois. Il y a quelque chose, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, Jadli, ça m'a fait penser à une conférence à laquelle j'avais assisté au début de mon bac. C'était, n'oubliez pas pourquoi vous êtes rentré en droit. Et moi, je me souviens, quand je suis rentrée en droit, je pensais pas défendre des entreprises ou quoi que ce soit. Sincèrement, c'était vraiment pas ça. Mais plus le temps passait, moins je savais aussi qu'est-ce que je voulais faire exactement. Mais à chaque fois, je me rappelais, je ne fais pas ce bac pour quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, je ne fais pas ce bac, je le fais pour moi. Et aussi, ça m'a aussi aidé au niveau du stress, parce qu'on parlait tout à l'heure de techniques et autres qu'on peut avoir. Et moi, il y a eu un détachement, certes, mais après, j'ai appris aussi à me faire confiance. Je me suis dit, Safi, tu ne vas pas oublier les notions du jour au lendemain. Tu ne vas pas, au bout d'un moment... Moi, je n'ai jamais fait de nuit blanche. Je n'ai jamais fait de nuit blanche et tout. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien. Et... il faut apprendre à connaître, je pense, ses forces et ses faiblesses et de savoir que, par exemple, moi, je ne peux pas étudier de 8 à je sais pas, 18 heures comme ça à la bibliothèque. Ça ne va jamais arriver. Je ne suis pas comme ça. Mais il y a d'autres manières d'apprendre. Réciter les choses, je ne sais pas, moi, se poser des questions entre amis, faire des examens antérieurs. Mais pas ceux du barreau. Pas la veille de l'examen, ça va vous traumatiser. Mais c'est un bon point que tu as dit, les nuits blanches, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le cerveau. C'est un peu comme une machine. La métacognition, c'est très clair que dormir, c'est là que tu assimiles. Tu as besoin de ce moment-là pour assimiler l'information que tu viens d'étudier. Et souvent, les étudiants, on l'oublie. Ouais. On va se dire, plus que je lis, plus que j'en apprends, mais c'est pas vrai. Tu sais, le 5 minutes avant l'examen, quand tu es en train d'apprendre des notions, là, c'est bien rare que tu retiens ces notions-là 5 minutes avant l'examen, tu sais. Mais ça me fait rire parce que je pense que j'ai eu un ou deux cours où c'était à livre fermé totalement et c'était vraiment du par cœur. Et j'apprenais peut-être 4 heures et tout, et après je faisais une sieste. Et mes parents me voyaient juste me déplacer dans ma maison, je fais juste aller faire ma sieste. Et là, après, je revenais et tout, je faisais autre chose et je recommençais. Ils disaient, ça va tes siestes et tout? J'ai dit, oui, ça va super bien mes siestes. Dans ma tête, je sais que les liens les connexions se font quand je dors, mais ça, c'est moi. Mais la plupart des gens, c'est ça. Mais chacun. Après, ça me fait rire parce que juste avant l'examen, je voyais les gens qui avaient leurs feuilles et tout. J'étais genre. Ah là là. Ouais, non, mais est-ce que tu sais pas 5 minutes avant l'examen, les chances que tu l'assimiles? Si t'as bien de la chance d'être la première question, c'est ça que je viens de lire, là, mais... Mais c'est aussi une manière de se rassurer. C'est pour ça aussi, peut-être qu'à la dernière minute, on regarde telle ou telle notion, c'est pour se rassurer soi-même et de pas... Là, ça me stressait tout le temps plus qu'autre chose. On dirait que je réalisais, je m'en souviens pas. Ça, je m'en souviens. Moi, ça m'aidait pas vraiment à faire ça. C'est plus un facteur de stress qu'autre chose. Mais tu sais... j'ai beaucoup aimé quand tu dis qu'il faut parler parce qu'il y a des études qui sortent au niveau de la métacognition que plus que tu impliques de sens dans ton étude, plus que tu as des méthodes de rétention et t'emmagasines parce que tu encodes l'information dans ton cerveau. Puis la façon que tu l'encodes, ça a une influence sur comment tu vas être capable de la récupérer. Donc ça vient aussi important. Puis par exemple, quand tu parles de quelque chose, quand tu le lis, que tu parles, tu t'entends le dire, tu stimules plusieurs sens à la fois dans ton apprentissage. Et les études démontrent que plus que tu stimules de sens, plus que l'apprentissage se fait, que ça s'encode de différentes façons. Ce qui fait que quand tu es stressé, tu as plusieurs boîtes, tu as plusieurs encodages que pour aller le rechercher. Donc ça l'aide quand même beaucoup à ce niveau-là. Donc moi, je faisais souvent ça. Moi, je marchais puis je m'expliquais mes choses.
Puis là, je parlais tout seul, j'avais l'air un petit peu folle, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Sauf que je donnais des cours fictifs à du monde qui n'existait pas. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je fais ça. Mon reflet dans le miroir, je donne des cours fictifs parce que mon chat est clairement désintéressé. Mon copain aussi. Mais ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup de parler à voix haute. Moi, personnellement, j'ai d'autres facteurs de stress. J'avoue que, les examens, à part l'examen du barreau qui m'a vraiment très stressée, j'ai quand même pas mal confiance en moi et en ma capacité d'études. Donc, j'étais pas tant stressée par des examens au bac, surtout que, j'avais pas cette courbe qui me faisait me comparer constamment à d'autres personnes. Donc, quand même, ça allait. Puis, j'avais un bagage aussi. Tu sais, j'avais fait des études avant de rentrer au bac en droit. Donc, ça m'avait permis de relativiser par rapport aux examens, aux notes, l'importance des notes, versus l'importance de l'expérience. Mais moi, personnellement, ce qui me stressait beaucoup et ce qui m'a stressé aussi dans ma pratique au privé, quand j'ai pratiqué au privé en litige, c'est le fait d'avoir la responsabilité, et j'ai longtemps cru ça, d'avoir la responsabilité de l'issue d'une situation pour une personne, de l'issue d'un problème pour une personne. Et aussi comment les autres, donc mes confrères, mes consoeurs, mais aussi les juges, comment est-ce qu'ils allaient me percevoir. Donc, j'étais souvent dans la performance et j'avais tendance à me taper dessus, mais de façon... je me faisais vraiment du mal quand je perdais 2 dossiers, par exemple. Quand je recevais des décisions qui n'étaient pas favorables pour mon client ou pour ma cliente. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose avec laquelle j'ai pas nécessairement réussi à me réconcilier. Et je me demandais si vous aviez un peu la même expérience, que ce soit au niveau des études, mais aussi plus dans le milieu professionnel, de ça. Tu vois, le fait de devoir performer, et que si tu performes pas d'une certaine façon ou si tu réussis pas tous tes dossiers, t'es nécessairement pas une bonne avocate ou pas une bonne juriste. Et du coup, moi, ça a été un facteur de stress, mais constant. Dans le sens que je pense que j'ai pas encore ce détachement-là puis cette expérience professionnelle-là pour savoir si le fait d'avoir un client de A à Z peut me créer un stress pour la performance. Mais tu sais, dans le stage à la clinique juridique du Maryland, je pense que je me mettais beaucoup de pression par rapport à la finalité. Donc, est-ce que je vais être capable de vulgariser l'information et de 2, trouver une solution pour la personne. Donc, je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce que je me mettais de pression sur. Puis, je sais pas si j'ai pas encore la relation de plaider devant un juge ou quoi que ce soit, mais je pense que je sais pas, peut-être pour vous, est-ce que t'en as parlé là, tantôt, là, ton rapport au stress a vraiment changé avec ta profession. Est-ce que vous trouvez que pendant les études, le stress est vraiment différent que dans votre pratique? Parce que j'imagine que je trouve que personnellement, pendant les études, c'est vraiment un stress qui est personnel, tandis que professionnellement, tu as plus de responsabilités. Donc, peut-être qu'il y a des facteurs ou des vecteurs de stress qui s'additionnent pendant la pratique. Moi, excellente question. Moi, pour répondre à vos 2 questions, faire d'amalgame, moi, je vais dire le mot bienveillance. Moi, c'est depuis à peu près 1 an et demi mon créneau, mon vecteur sur lequel je m'aligne à tous les jours. Principalement parce que mon barreau, moi, j'ai vraiment vécu un meltdown au barreau. Crise d'angoisse. Moi, j'étais quelqu'un qui gérait le stress. Moi, je performais sur le stress. Les concours de plaidoirie, j'y faisais. Puis plus qu'il y avait de stress, moi, c'était comme ma zone de... Je l'avais, tu sais. Puis au barreau, j'ai craqué. Mais sur toutes mes coutures. ça n'avait aucun sens. J'ai vraiment là, eu un épisode, un meltdown total. J'étais plus capable d'apprendre. C'était vraiment bloqué. Puis moi, c'est là que je suis allée consulter une psychologue à ce moment-là parce que j'étais comme, OK, je peux pas... là, il faut que je performe, puis je suis pas capable. Ça n'allait pas bien. Et il a tout fallu que j'ai réappris à me positionner par rapport à moi-même dans tout ça, puis à ce que je me demandais.
Puis, tu sais, par rapport à, tu dis, comment les autres nous perçoivent, moi, c'est là que je me suis repositionnée en me disant, bon, moi, je vais être bienveillante envers moi-même. On a tendance à toujours, se juger extrêmement sévèrement par plus que ce que les gens nous jugent réellement. Et moi, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a autant d'avocats que d'êtres humains qui sont avocats. Là. Donc, je pense qu'on a notre façon à nous de faire, notre façon à nous de plaider. Puis, je pense que où on se perd, c'est qu'on essaye d'imiter quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la première erreur à ne pas faire quand vous devenez avocat. Pas essayer d'imiter quelqu'un, de plaider comme quelqu'un. Vous pouvez le trouver bon, vous pouvez admirer sa façon de faire, mais si ce n'est pas vous, vous n'allez jamais être à l'aise dans ça. Ça va être comme essayer de remplir un costume qui vous appartient pas, une peau qui n'est pas la vôtre. Fait que je pense qu'il faut trouver vos couleurs. Puis ça va s'apprendre au rythme des erreurs. Vous allez en faire des erreurs, vous allez faire « Oups, j'aurais pas dû dire ça. Ah, cet argument-là moins bien passé, peut-être la prochaine fois. » Mais c'est comme ça que vous allez trouver vos couleurs, vous allez trouver qui vous êtes, à mon avis, comme plaideur ou comme juriste. Puis c'est peut-être pas de la plaidoirie que vous allez faire. Puis je pense que ça, il faut vous donner le droit d'être vous. Moi, ça quand j'ai appris ça, puis veux pas, moi, ça a tout été redéfini là, avec ça. Puis ça m'a fait beaucoup de bien pour m'identifier dans mon milieu puis me placer. Après ça, oui, j'ai le stress des dossiers des clients. Moi, je fais du familial. Fait que, souvent, c'est est-ce qu'ils vont perdre leurs enfants? Est-ce qu'ils... la maison, financièrement, là, ils n'ont plus de sous. Là. Ils font quoi? Ils n'ont pas de sous. Puis là, ils ne peuvent pas te payer. Ou ben, fait que je suis dans des problématiques assez intenses émotionnellement. Mais, moi, je me dis, je fais de mon mieux. Puis je le sais que je fais de mon mieux à la fin de ma journée. Puis moi, j'ai tendance, quand je finis ma journée, à faire une liste de ce que j'ai fait dans ma journée, non une liste de ce qu'il me reste à faire. Fait que je suis bienveillante envers moi-même en me disant, bon, regarde ce que tu as fait. Parce que si je regarde ce que j'ai pas fait, j'aurai jamais tout fini. Puis là, ça crée un autre type d'angoisse, un autre type de stress dans une journée. Fait que je pense qu'il faut un peu apprendre à... Tu sais, oui, tu gères une partie de la vie des gens, puis je pense qu'il faut le prendre au sérieux, il faut pas le prendre à la légère. Mais je pense aussi qu'il faut se dire que on se connaît comme personne. Puis moi, je vous connais comme personne aussi un peu avec la clinique. Vous êtes des gens qui êtes professionnels, intègres, puis vous donnez votre 110 %. Fait que je vois pas pourquoi que sur votre milieu de travail, ça serait différent. Donc, vous allez donner votre 110 %. Puis du moment que vous le faites avec vos clients, ben vous faites vous faites ce que vous savez faire de mieux. Fait que vous pouvez pas donner plus que ça, tu sais. Puis il faut aussi apprendre que c'est difficile, puis je suis encore en train de l'apprendre, mais des fois, ce n'est pas notre vie. Puis ça, il faut aussi se mettre dans... Tu sais, moi, j'ai fait ce que je pouvais pour toi. Je t'ai amené, je t'ai accompagné le plus loin que je peux, mais au final, c'est pas ma vie, tu sais. Des fois, les gens sont pas contents d'un jugement que tu vas obtenir au niveau de la garde, mais tu sais, toi, t'as fait ton maximum. T'as peut-être obtenu ce qu'ils voulaient, t'as peut-être obtenu une partie de ce qu'ils voulaient, ou des fois, pas du tout. Puis ça va être, on va y aller la prochaine fois. C'est un intérimaire, ça n'a pas été comme tu voulais, mais on va y aller une deuxième fois. Mais après ça, c'est à eux de gérer ça, tu sais. Oui, tu peux sentir... Je comprends le sentir mal, mais en même temps, c'est aussi ça qu'il faut apprendre à... Mais c'est pas notre vie, tu sais. Puis il y a une différence aussi entre le travail que tu fournis puis le résultat. Oui. Le résultat, t'as pas de... Tu peux juste pas, en fait, le contrôler. Il y a toujours le tiers du juge qu'on contrôle pas. Moi, je dis toujours ça à mes clients. Je dis, moi, je peux te préparer du mieux que je peux donner mon 110 % dans les procédures. Ça, je le contrôle. Le tiers que je contrôle pas de ton dossier, là, c'est le juge. Mais ça me fait penser, je pense que c'est un des plus bels apprentissages que j'ai eu à la clinique. Je pense que je l'ai écrit partout à chaque fois que je le disais, mais c'était vraiment... et c'était une des psychologues qui me l'avait dit quand je travaillais sur un dossier, et ce dossier me prenait vraiment la tête. J'avais vraiment appelé où je pouvais appeler... J'avais fait vraiment plus même que ce qui était demandé. Je me souviens même... je crois que je me souviens. Tu m'avais dit, Safi, stop, c'est bon. C'est correct. Et moi, j'étais genre, non, mais je vais la voir, je vais trouver. Et après, j'avais tellement, en fait, été déçue. J'avais pas été déçue de moi-même, mais j'étais juste... Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et là, une des psychologues m'a dit... Tu peux pas aider une personne qui veut pas s'aider. Oh, tu parles des travailleuses sociales bénévoles. Oui, travailleuses, c'est exactement. Et elle m'a dit, tu peux pas aider des personnes qui veulent pas s'aider. Il y a déjà ça. Et je dis pas que tout, c'est vraiment pas comme ça, que tous les clients ne sont pas comme ça, tous les justiciables ne sont pas comme ça. Mais parfois, même quand tu donnes ton 300%, si le client, on va dire le justiciable, était pas dedans ou pour X ou Y raison,
c'est pas de ta faute. Et tu vas pas mal dormir à cause de ça, tu vas pas arrêter de vivre à cause de ça. Faut juste te dire que c'est un dossier, encore une fois, c'est pas ta vie, et tu passes à autre chose. Comme, moi, je me souviens, j'étais bloquée là-dessus et ça me bouffait du temps pour pas grand-chose. Donc, ouais. Il peut aussi se passer l'inverse. Parfois, le stress d'avoir, tu vois, de devoir gérer justement le problème de quelqu'un. Déjà que lui, déjà, on n'a pas encore abordé le fait que la personne est stressée, puis il faut gérer son stress à lui, à elle, tu vois. Et il faut gérer le nôtre. Et sans paraître qu'on est stressé, parce qu'il faut rassurer la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose. Mais là où je voulais en venir, c'est que parfois, on a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement stressé par cette responsabilité-là, stressé par la performance et ce que le milieu va pouvoir penser de nous et des choix, des décisions qu'on fait dans un dossier, que le risque, ça peut être de nous porter à faire de mauvaises décisions juste pour se sécuriser et donc d'en oublier le fait que le client, peut-être parfois, lui, veut prendre ce risque-là. C'est lui, peut-être, qui veut plaider et non pas régler. Peut-être que... est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je suis pas certaine. Je t'écoute, puis je suis pas certaine de te suivre par rapport à... Tu veux dire que nous, on prend des mauvaises décisions parce qu'on veut agir vite en ayant l'air de savoir qu'est-ce qu'on fait, ou que le client veut qu'on fasse quelque chose qu'on n'est pas d'accord? Non, c'est que nous, le risque, je trouve, c'est de prendre des mauvaises décisions qui sont basées sur ce que les autres pourront penser de nous et non pas sur le meilleur intérêt du client. Ça, c'est contre la déontologie. Ben, je vois les articles. Ouais. Moi, ça n'a jamais... Moi, ça s'est pas présenté à moi. Je dis pas que ça se présente pas, mais je pense que c'est parce que quand je faisais de la plaidoirie, je me souviens que mes coachs de plaidoirie me disaient, peu importe ce que l'autre va plaider, on a établi notre stratégie, tu la lâches pas. On l'a choisi, on l'a passé sous toutes les coutures, tu gardes ta ligne de partie, puis la pire erreur que tu peux faire quand tu plaides, c'est d'adapter ta stratégie à ce que l'autre est en train de faire, parce que t'es comme, il plaide ça, je vais changer. T'avais une stratégie, garde ta ligne de partie. Quand t'auras fini, là, tu t'adresseras des points X, mais garde ta ligne. Fait que dans mes dossiers en général, moi, j'ai la chance d'être dans une équipe où c'est beaucoup collaboratif, où je peux parler aux associés. Puis en général, quand la stratégie dans le dossier est adoptée, elle a été, tu sais, souvent, on en parle beaucoup, tu sais, puis même eux vont nous parler de leur dossier. On a une ambiance de travail qui est très collégiale sur cet aspect-là. Donc, en général, moi, j'ai moins tendance à douter parce que je me dis, ben là, moi, j'ai 2 autres avocats qui ont reconnu ma stratégie. Donc, moi, souvent, c'est plus, je leur fais confiance à eux, pas que j'ai pas confiance à mes autres collègues, mais je travaille avec eux, je les estime beaucoup. Fait que si eux appuient ma stratégie, puis quelqu'un vient voir, puis tu fais ça, puis ça l'arrive, là. Ça va arriver des collègues, ben voyons donc, Maître Martel, vous pensez vraiment que vous allez gagner ça? Ça l'arrive, là, très souvent, là. Vous allez l'avoir, là, qui vont venir vous voir, puis c'est un peu comme du mind game, là. Tu sais, ils essayent de vous dire, ben, tu penses que tu vas gagner ça? Puis je suis comme, ben, si je le perds, je le perds. Tu sais, je vais l'essayer. Moi, je suis allée là en pensant que j'allais l'avoir, puis en général, souvent, tu sais, ça arrive des fois que ça n'a pas été comme je voulais, mais que, tu sais, je me sois vraiment plantée puis que le juge me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça m'est pas arrivé. Ouais. Tu sais, des fois, j'ai eu comme, ben, tu sais, vous savez, Maître Martel, je comprends votre point. Je vous donne raison sur ça, mais pas sur... Tu sais, j'ai jamais eu vraiment un rejet parce que faut oublier qu'on est des personnes qui... Tu sais, je pense qu'il faut pas oublier qu'on a des capacités, c'est rendu là. Fait que si on est capable de réfléchir, en général, c'est rare qu'on sorte quelque chose totalement par rapport là, de notre tête. On l'a réfléchi, on l'a pensé, puis de ce que je me souviens de vous comme travail, vous allez avoir suranalysé la situation. Fait que, tu sais, votre stratégie, elle va être là, vous allez en penser sur toutes les coutures. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance. Après ça, par rapport à un client, moi, ça m'arrive moins maintenant parce que là, maintenant, je mets ma limite. Ça fait aussi partie de ma bienveillance envers moi-même moi, j'ai une façon de faire du droit, puis je le dis à mes clients dès le départ. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup essayer de régler mon dossier avant de tout de suite entrer dans les procédures, puis, tu sais, comme d'attaquer tout de suite. Donc, moi, je le présente à mes clients comme ça. Moi, c'est ma stratégie. On m'a envoyé une lettre, on va essayer de s'entendre. Si la personne est comme non, je veux tout de suite que j'envoie une procédure. Moi, c'est comme ça, je veux que tu fasses ça. Ben, je suis peut-être juste pas l'avocate pour cette personne-là. Tu sais, puis c'est correct. Puis c'est mieux ça qu'entrer dans une dynamique, dans une relation professionnelle avec un client que tu t'entends pas. Bon, c'est sûr que j'ai le luxe de le faire. Tu n'as pas tout le temps le luxe de faire ça non plus. Puis je suis consciente que c'est pas la réalité de tous les avocats qui commencent. Mais je pense aussi que quand tu n'es pas à l'aise avec un dossier,
faut que tu te donnes le droit de dire non. Puis moi, ma maître de stage, elle m'avait dit, puis je pense que la plupart des maîtres de stage vont dire, il n'y a pas un client qui va valoir ta carrière puis ta réputation. Il n'y en a pas un. Fait que si tu le sens pas, tu le sens pas. Mais c'est ça, c'est plus cette tension-là que j'essayais d'expliquer. Moi, personnellement, la situation que je décrivais, heureusement, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Puis de toute façon, tu privilégies toujours le client, mais parfois, tu es un peu pris entre ce qui est possible de faire, je pense. Comment le milieu juridique va t'estimer, tu sais, en fonction de tes capacités d'analyse juridique, etc., ce que tu vas plaider, et ce que le client te demande. Tu sais, parfois, tu te dis, non, mais je peux pas faire ça. Ouais, OK, je comprends, oui. Il veut ça, puis t'es comme, ça marchera pas, mais il veut pareil. Ouais, c'est ça, ça va pas marcher, puis t'es stressé parce que tu sais que demain, tu vas arriver, tu vas plaider quelque chose, ça a zéro chance de succès. Moi, j'aime bien dire, j'ai le mandat, monsieur le juge de... OK, ouais. Donc, en disant que j'ai le mandat, mon mandat, c'est ça. Puis c'est comme ma façon, tu sais, je vais le défendre avec ferveur parce que ça reste ça, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que la position, tu sais qu'on le gagnera pas, mais il faut que tu la défendes pareil, puis tu veux pas que le juge pense que c'est toi qui as dit à ton client que c'est la meilleure stratégie, c'est ça? Exactement, okay. Voilà. Moi, c'est souvent, j'ai le mandat, monsieur le juge de. Fait que je vais défendre avec ferveur, mais c'est comme ma façon qu'ils comprennent que mon mandat, c'est ça. Tu sais, puis c'est ça que je fais. Puis ça, tu sais, ça l'arrive, mais... Des fois aussi, moi, avec mes clients, quand je sais que la position juridique, elle est... Tu sais, je vais dire, regarde, moi, c'est pas ça que je te conseille. Puis moi, je fais signer comme souvent je t'ai dit que ça marchera pas. Mais tu veux y aller pareil. Comme ça, la personne, elle est consciente parce qu'il faut aussi se protéger au niveau déontologique tu sais, pas qu'elle dise, l'avocat m'a dit que j'allais gagner, puis c'est pas ça. Tu sais, moi, je fais comme, je t'avais dit que non. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est oui, OK, je le conçois, je le comprends, mais après, toi-même, toi et ton cœur qui bat là, à 1000 à l'heure, tu vois, comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu l'appropries, ce stress-là? Comment est-ce que tu t'en détaches? Ben, tu vois, moi, sur ça, c'est pas un stress que je ressens dans le sens que moi, quand je dis au juge, j'ai le mandat de, moi, ça m'appartient plus. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Où mon stress c'est quand je suis convaincue que j'ai raison. Puis que là, le juge est là, puis il me pose des questions, puis il est comme... Puis là, je suis comme, fuck, il est pas d'accord. Comment ça, il me pose des questions? Quand ça qu'il comprend pas ce que moi, je suis en train de dire. Là, mon stress monte, parce que là, je suis convaincue que j'ai raison. Je suis comme avec ferveur, puis là, je suis comme, il me pose des questions, pourquoi qu'il comprend pas ce que je veux dire? Là, le petit stress monte, puis tu sais, moi, j'avais un coach de plaidoirie qui me disait... Dominique Guimond, il était excellent. Il me disait, les juges, c'est des humains, il va falloir qu'ils aillent aux toilettes à un moment donné. Fait que je peux juste te dire que ça va finir. Puis, à toutes les fois que j'étais comme mal à l'aise à me faire poser des questions, par exemple en appel, là, quand ils te posent des questions puis qu'ils te lâchent pas, dans ma tête, je suis juste comme, ça va finir, ça dure 20 minutes, ça va finir, ça va finir. Il va aller aux toilettes. C'est ça, il faut qu'il aille aux toilettes, il va finir à un moment donné. Donc, tu sais, je pense qu'il n'y a pas vraiment, c'est à force de le faire que tu le gères, mais tu t'es juste dedans puis tu le réponds puis c'est à un moment donné aussi je pense qu'il y a comme faut pas oublier que le stress c'est pas nécessairement négatif aussi, on a tendance à le voir de façon très négative, mais le stress c'est aussi notre corps qui se prépare à l'attaque, notre corps qui se prépare à performer, donc c'est pas toujours négatif en soi le stress dans sa teneur, c'est que c'est ton corps qui est prêt à OK, on y va. Fait que je pense aussi que te dire ça, que moi avant les procès je suis toujours stressée avant de rentrer en procès. Tu sais, ça, moi, ça me stresse parce que là, c'est OK, je m'en vais 3 jours. C'est comme, moi, je suis comme un peu, je rentre dans l'arène, là. Tu sais, t'es avec le juge, puis t'as le juge, puis t'as... Les procès, c'est comme ça, mais mon stress, je le perçois comme je dis, OK, il est là pour m'aider. Il est là pour m'aider à performer, pour que j'ai une acuité, que tu sais, je passe à un autre niveau, que je vois les choses arriver. Fait qu'en le voyant comme ça, comme un allié sur ces éléments-là, moi, ça l'a beaucoup aussi changé cet aspect-là parce que moi, je fais des crises d'angoisse. Fait qu'il y a une différence entre mon angoisse et mon stress. Puis mon stress, je le vois positivement comme mon corps qui se prépare à m'aider à agir. Et l'angoisse, bon, là, avec les années, tu apprends à les reconnaître, t'es calme, puis tu as tes techniques, mais tu sais, c'est quelque chose avec lequel tu vis. Mais tu sais, c'est tout un rapport de te questionner, de te mettre ça. Puis moi, je reviens que le mot de bienveillance, là, c'est comme mon créneau ces temps-ci, là, de me dire comme, faut que je sois douce envers moi-même. Je parle depuis tantôt, mais est-ce que ça répond à vos questions? Totalement. Puis tu sais, j'imagine que c'est pareil aussi dans la communauté étudiante et à l'université. Si tu te dis que ton stress, il est là pour t'aider, normalement, ça va mieux aller. Mais
moi, ça a peut-être plus changé en 3e année. Je sais pas parce qu'on était à distance, mais j'avais pas de stress tant que ça. Et parfois, j'étais comme, Safi, tu n'es pas assez stressée, c'est pas bien. Parce que c'est comme si tu t'en foutais. Donc, mais apparemment, c'est le syndrome de la 3e année, dernière session. Quand je révisais, je faisais jamais ça avant, mais j'ai révisé la veille pour un examen, la veille pour un autre examen aussi. Genre, et je dormais quand même 8 heures. Donc, c'est dire à quel point je ne révisais pas énormément. Et après, je me disais, mais c'est là que c'est là. Pour vrai, il va arriver ce qui va arriver. Et ça s'est tellement bien passé. J'étais moi-même surprise. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait le stress, ça peut être positif, tant que, je veux dire, c'est pas paralysant. C'est ça. Mais l'absence de stress, ça veut pas non plus dire que... T'es pas prêt. Voilà. Ouais. Et il faut juste savoir, faut encore une fois se connaître et il faut aussi se faire confiance à ce niveau-là. Et moi, je pense que vraiment, après, le barreau, c'est autre chose, mais au bac... À la fin, je veux dire, j'avais déjà fait plusieurs examens, j'avais fait combien de crédits, je sais plus. Je savais. Et je savais un peu comment les profs aussi allaient poser leurs questions et tout. Donc, ouais, je pense que parfois, il faut juste se donner un dernier boost. Il faut donner aussi il faut aussi se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça et qu'on n'est pas arrivé comme ça de nulle part en 3e année ou qu'on n'est pas arrivé comme ça dans des études en droit. Et voilà. Donc, ouais, pour moi, ce serait pas mal ça pour mon bac. Aujourd'hui, comment est-ce que la communauté universitaire, étudiante et même peut-être professionnelle, peut-être dans le milieu de vos stages que vous faites, pourrait vous aider à pallier ce stress ou du moins peut-être le baisser un peu, le stress et l'anxiété? Ben, si je peux intégrer les connaissances que mon amie en psychologue m'a partagées, les facteurs déterminants de stress, les causes sont toujours les mêmes. Donc, c'est contrôle diminué, imprévisibilité, nouveauté, puis l'ego menacé. Donc, le stress part toujours de ces 4 facteurs-là. Donc, je pense que moi, qu'est-ce que j'expérimente à l'université, c'est plus par rapport à l'imprévisibilité puis à la nouveauté, que ce soit durant les examens ou juste les implications, les entrevues qu'on a à passer. Puis, la question, donc... Qu'est-ce que l'université pourrait faire pour vous épauler dans ça? Je pense que ça serait d'offrir une meilleure variété. On parlait là, de la finalité de la course au stage, les cabinets privés. Je pense que juste offrir la possibilité j'aime pas ça dire ça, mais les carrières alternatives, juste de proposer ce volet-là à notre parcours. Je sais qu'on a entamé beaucoup de procédures là, à l'Université de Montréal pour ça, mais je trouve que ça serait important de le mettre plus de l'avant pour qu'on voit que ça soit aussi un autre chemin à notre parcours. Donc, ça enlèverait un peu de stress lorsqu'on fait justement des stages et tout, que... on soit pas démunis par rapport à nos outils. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'il y a aussi le fait qu'une amélioration que je pourrais proposer, là, ça serait d'implanter plus des stages pratiques. Donc, ça l'améliorerait considérablement nos aptitudes sociales et aussi là, de comment gérer la personne parce que oui, dans les examens, il y a des cas pratiques, il y a une trame factuelle, il y a beaucoup de détails. Donc ça nous permet d'avoir de pouvoir pratiquer justement nos connaissances, mais il y a une absence de contact humain. On n'a pas le stress de la personne, comme tu disais, Anne-Emmanuel, tantôt. On n'a pas... la personne n'explicite pas son problème d'une manière très éloquente, comme dans la trame factuelle. Donc, tu sais, il y a vraiment une divergence entre qu'est-ce qu'on peut avoir durant nos stages et en papier. Donc, peut-être implanter des stages peut-être obligatoires, puis des formations qui sont plus axés sur d'autres volets de la pratique là, d'avocat. Je pense que ça pourrait aider. J'avais all of the above. Toutes ces réponses. Exactement. Et je dirais aussi peut-être, mais ça c'est peut-être moi, mais les examens, je ne sais pas comment c'est à l'UQAM, mais à l'UDM, c'est très souvent 30% et 70%.
faire autre chose aussi. Parce que tu peux pas te dire que tout repose sur un examen. Je trouve que ça pourrait vraiment aider de mieux répartir ça. Et aussi en fait, c'est que c'est très... oui, on a des super bons professeurs, etc., qui nous enseignent et tout, mais de rendre... J'ai l'impression que parfois, il y a le prof, mais qui se dissocie du pédagogue. Donc, je pense que être plus proche, avoir une meilleure relation aussi avec les étudiants, ça permettrait de nous faire déstresser. Parce que parfois, je me souviens, en tout cas, je ne vais pas le nommer bien sûr, mais je me souviens, j'avais un prof qui ne rendait pas sa matière accessible. Et de faire tout un cours en te disant que oui, tu as un génie qui est devant toi, qui enseigne, et tu ne comprends absolument rien. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai appris dans ce cours. Mais de vraiment mettre l'accent plus sur la pédagogie, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait déstressée. Parce que je me dis, oui, d'accord, j'ai travaillé fort pour être en droit, je travaille fort pour rester en droit, mais je n'ai pas l'impression que je vais atteindre ce niveau. Et c'est ça qui est stressant, c'est que tu te dis, je ne vais jamais comprendre. Donc, moi, il y aurait aussi ça. Et je pense que, de toute façon, ça revient aussi à dire que tous les trucs plus pratiques, ça aide aussi. Quand c'est tellement théorique et tellement vague, comme c'est bien, on peut philosopher, on peut discuter, mais à la fin de la journée, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la personne, elle va pas s'asseoir devant toi en disant « Oui, alors je me suis mariée en 1982. On était sous le régime de la société d'Aquet. À cette époque, je possédais une maison. » On a renoncé. Quand le patrimoine familial arrivait, on a renoncé à ça. Non, c'est ça. Tu sais, les gens, c'est juste comme « Ah, je veux me séparer. Là, j'ai un enfant. » Fait que, tu sais, là, il faut que tu partes. Là, c'est vrai que les trames factuelles, souvent, tu peux lire et choisir ce que tu veux. Ça, c'est important. Ça, c'est pas important. Ça, c'est important. On arrive à la fin du podcast. Alors, on a une dernière question pour vous, les filles. Quel conseil vous donneriez à la Jadli et à la Safi d'il y a 10 ans? Vous savez, la petite enfant en vous qui rêvait ou ne rêvait pas, peut-être même, d'être avocate. Ça fait peur de pouvoir dire à la Jadli de 10 ans. On est assez âgés pour dire ça. Oh my God, plusieurs choses. Je pense que je dirais que de ne pas avoir peur de ne pas exceller la première fois que j'essaye quelque chose de nouveau. Puis, il ne faut pas que ça me restreigne dans justement qu'est-ce que je veux faire. Ça peut être un exemple, je ne sais pas, que ce soit un comité ou quoi que ce soit, il y a des sélections. Donc, il y a quand même un stress qui vient avec ça, mais il ne faut pas se restreindre à le fait que peut-être que je ne vais pas être choisie ou peut-être que je ne vais pas exceller dans ça. Donc, je pense que j'aurais voulu me dire ça. Puis, ça ne m'a pas nécessairement nui, je pense, mais j'aurais pu prendre plus conscience de ça pour les années après. Ouais, c'est un très bon conseil, vraiment. Et moi, c'est peut-être 2 petits conseils. C'est assez gros pour les mettre en place, mais le premier, ce serait, tu ne dois ton succès qu'à toi-même, dans le sens où tu ne fais pas pour une autre personne. Il y a toujours, on a parlé tout à l'heure des facteurs externes, etc. Et moi, je sais que ça a toujours été... Je ne savais même plus à un moment donné pour qui j'essayais de performer, si c'était pour moi ou quelque chose d'autre, ou pour quelqu'un d'autre. Et je me disais, Safi, si tu réussis pour toi. Tu te le dois à toi-même. Et donc, je dirais ça à la Safi d'il y a 10 ans. Et aussi, apprends à dire non. Apprends à dire non. Sincèrement, parce que tu te retrouves à être dans 4 comités, je sais pas quoi, plus stage, plus ceci, plus cela, plus 4 cours. Dis non. Et ça va pas te tuer. Et tu vas pas paraître faible et tu vas pas paraître vulnérable. De toute façon, est-ce que c'est grave? Dis non. Et moi, Emmanuelle, je te renvoie la question vu que c'est la dernière. Quel conseil tu donneras à la petite Emmanuelle? J'ai vraiment été prise de court. Tellement de choses à dire à la petite Emmanuelle. Écoute... Fais pas du droit. Non, mais tu sais, en plus, c'est marrant parce que j'avais dit que jamais je ferais du droit, mais me voilà aujourd'hui. Mais ce qui m'a permis de toucher un peu, tu vois, de toucher de près, je pense que j'y suis presque arrivée à ma zone de génie, à ma mission de vie. Donc c'est super, mais
Je pense que je lui dirais d'écouter plus son intuition et qu'en fait, quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Parce que sinon, tu risques de tourner beaucoup en rond et te retrouver à des endroits que tu n'apprécies pas forcément, juste parce que tu as écouté les autres et non pas toi. Mais en fait, la meilleure personne qui te connaît, c'est toi-même. Et tout commence par toi, en fait. C'est ça que je lui dirais, je pense. Excellent. Et toi, Andréane? Moi, je pensais qu'on renvoyer la question. Bon, moi, je pense que je dirais... Quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il y a de la force dans la vulnérabilité. Moi, j'avais toujours vu la vulnérabilité comme une faiblesse puis une façon impossible d'évoluer. Là. Mais je pense que ce serait, pour faire court, là, ce serait qu'il y a de la force dans la vulnérabilité. Puis d'être quitté, pas essayer d'être quelqu'un d'autre dans ta façon de faire les choses. Je pense que ça se résumerait à ça principalement, là, ce que j'essaye de mettre en pratique. C'est courageux, la vulnérabilité. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Jadli. Merci, Safi, d'avoir fait partie de ce dernier épisode d'A priori. A priori, c'est déjà fini. Ouais. Et oui, malheureusement, on ne se retrouvera pas pour une nouvelle saison, mais on espère vraiment que vous avez apprécié, qu'on a pu vous donner quelques outils et que vous avez pu bénéficier de l'expérience de toutes nos invités et tous nos invités également. Comme on le disait dans l'intro du podcast, A priori, c'est vraiment né de questions récurrentes qu'on avait de nos stagiaires et des étudiants de la clinique juridique du Myland. Et ça nous a en fait donné l'opportunité de parler de plein de sujets. Donc, vous pouvez remonter dans les épisodes. On a parlé de confiance en soi, de syndrome de l'imposteur. On a parlé d'échecs qui se transforment en opportunités. On a parlé d'équilibre aussi entre vie pro et vie perso, l'éternel débat. On a donné des conseils ou en tout cas des retours d'expérience qui, on l'espère, vous a plu sur le barreau. Sur son examen, comment trouver un stage aussi après le barreau. On a essayé de dédramatiser le fait de ne pas avoir de stage après avoir passé le barreau. Ce n'est vraiment pas grave, vous n'allez pas mourir et vous allez trouver quelque chose à faire de votre vie, ne vous inquiétez pas. On a abordé aussi les débuts de la pratique à son compte avec Maître Aïcha Tori, comment trouver son domaine de pratique, l'importance de se demander pourquoi on est avocate et toujours renouveler cette intention-là, toujours renouveler son pourquoi, ce qui est, selon moi, crucial. Bref, on espère avoir couvert le plus de sujets possible et que ça a pu éclairer ne serait-ce que l'un ou l'une d'entre vous vraiment. Et A priori, va évidemment rester en ligne. Donc, sur la chaîne YouTube de la clinique, vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes tout le temps. Donc, partagez-le, OK? Et on sera bientôt disponible aussi en format balado, audio. Donc, je vais faire ça le plus rapidement possible. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis durant toute la session. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord... si vous avez aussi des menaces, si vous avez des conseils que vous voulez partager ou même des retours d'expérience, faites-nous en part. On aime vous lire, que ce soit dans nos DM. Hein. Vous pouvez slider dans nos DM sur LinkedIn, Andréane et moi, ou vous pouvez nous écrire des commentaires aussi sous la vidéo de l'épisode. Et voilà, donc checkez la barre d'infos, tout sera inscrit en barre d'infos. Continuez à partager le podcast autour de vous. Soyez généreux et généreuses en cette fin d'année, s'il vous plaît. Et merci à la clinique juridique du Myland pour son soutien et pour la production du podcast. Merci au studio SF et shout-out à Nicole pour son travail. Pour son travail, pour son professionnalisme, pour sa patience, pour nous avoir reçus tout au long de cette petite aventure dans le local, finalement, du studio. Et un gros merci à nos invités pour leur partage, leur temps, leur générosité. Merci encore à vous, les auditeuristes du podcast. Et bien sûr, merci Andréane, la best co-host ever. Vraiment, merci. Je te retourne des compliments. Et voilà, et on espère vous retrouver très bientôt. Merci. Bye bye.